si on doit essayer d'imaginer déjà l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle, allez, de façon assez globale dans l'économie mondiale actuellement, et puis plus spécifiquement ensuite, évidemment, sur les marchés, les métiers de back-office et puis les métiers de supply chain. C'est assez simple, hein, en tout cas intellectuellement. La mutation technologique et économique qu'on traverse, c'est la plus importante depuis la révolution industrielle qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas simplement le numérique. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, mais le numérique, au fond, est une vieille histoire. Le numérique, c'est une technologie qui a commencé à émerger dans les années 50. Vous avez peut-être entendu parler d'Alan Turing à l'université de Manchester. Alors, ce qui est vrai, c'est que la puissance du numérique a énormément progressé, puisque vous savez qu'elle a suivi une loi qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire que la puissance des microprocesseurs a doublé, non pas tous les ans comme le pensait Gordon Moore, mais enfin tous les 18 mois. Donc on a eu une augmentation exponentielle de la puissance du numérique. Et ça continue, contrairement à ce que j'entends dire parfois. Il n'y a pas d'essoufflement. Il n'y a pas d'essoufflement. On a cru il y a quelques années qu'il y avait un essoufflement de la loi de Moore, mais en fait pas du tout. Mais le numérique, c'est quand même une vieille histoire. Aujourd'hui, ce qui est en train de changer le monde, c'est la convergence des technologies NBIC, les 4 lettres, hein, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique numérique, et le C pour les sciences cognitives, c'est-à-dire en effet ce qu'on appelle dans le langage courant l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces technologies vont vite et les entreprises qui maîtrisent ces technologies vont vite aussi. Je m'explique. Les technologies vont vite. J'ai évoqué la loi de Moore, par exemple. Vous avez une puissance des ordinateurs qui progresse de façon exponentielle. C'est vrai aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est la première technologie qui apprend toute seule. Elle est intelligente. Alors aujourd'hui, elle est dite faible, c'est-à-dire qu'elle a quand même un objet qui est préprogrammé. Demain, et peut-être pourra-t-on revenir sur cette distinction qui est fondamentale d'ailleurs, on pourra y revenir peut-être dans le cours de notre conversation, demain elle sera forte, c'est-à-dire qu'elle aura conscience d'elle-même et elle pourra faire des choses pour lesquelles elle n'est pas programmée. Aujourd'hui, elle est programmée. Parce que si vous prenez une voiture sans chauffeur, par exemple, ou un poids lourd sans chauffeur, ou un bus sans chauffeur, tout ce que vous voulez, il vous conduit d'un point A à un point B. Oui. Alors, c'est une intelligence artificielle qui est extrêmement performante, bien plus que nous pour remplir cet objet, parce qu'elle sait analyser l'environnement, parce qu'elle tourne la tête à 360 degrés, parce qu'elle ne boit pas, donc elle a beaucoup d'avantages sur le conducteur, moi aussi, alors, sur le conducteur lambda. Mais elle ne sait faire que nous amener d'un point A à un point B. Si vous demandez à votre voiture sans chauffeur si elle veut bien monter boire un dernier verre, elle répondra pas. Contrairement à un humain qui peut répondre toutes sortes de réponses, mais qui de toute évidence répondra. Donc demain, en revanche, l'intelligence artificielle sera forte. Ça, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est-à-dire c'est le moment où l'intelligence produit sa propre intelligence. Alors on ne sait pas quand c'est. Moi, je suis sûr qu'on y va et ça m'a été confirmé. J'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley. Ils sont tous d'accord pour dire que ça va advenir. Est-ce que c'est 2030, 2060 ? Évidemment, on n'en sait rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la convergence de ces technologies, ce n'est pas les technologies prises indépendamment les unes des autres, hein. C'est la convergence de ces types de technologies qui est en train de générer le plus grand mouvement de destruction créatrice depuis la fin du 18e, 19e siècle. Destruction créatrice, ça veut dire que vous avez de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons de gérer la chaîne logistique qui, dans 10 ans, ne ressembleront en rien à ce à quoi elle ressemblait il y a 5 ou 10 ans. Pensez à l'industrie avant et après l'électricité. Pensez à l'industrie ou au transport avant et après le chemin de fer ou avant et après l'automobile. C'est véritablement à cela qu'on est en train d'assister. Et je m'arrête là. Ça n'est ni bon ni mauvais. Dans tous les pays développés, on a une vision négative, spontanément négative de ces évolutions. C'est très exactement l'inverse, là pour le coup, du 18e et du 19e siècle. 18e, 19e siècle, héritage des Lumières, Condorcet, on pense que le progrès technologique fait le progrès économique, fait le progrès social, fait le progrès moral. Voilà, c'est faux, hein, mais on pense ça. 20e siècle arrive là-dessus, hein, les 2 guerres mondiales, Tchernobyl, le réchauffement climatique, donc c'est pas aussi simple. Aujourd'hui,
très exactement même type d'erreur, complètement à l'envers. Parlez aux gens de l'intelligence artificielle, ils vous disent ça cause des problèmes économiques, ça détruit des emplois, ça fait des inégalités, et avec les cyberattaques, vraiment, ça pose tous les types de problèmes. En fait, non. Tout dépend ce qu'on va en faire. Ce qui est sûr, c'est que le job de vos entreprises, c'est de se réorganiser de fond en comble, parce que, et là je m'arrête vraiment, ceux qui ont l'avantage dans ce type de période, c'est les startups. C'est ceux qui naissent à partir de rien, c'est ceux qui n'ont pas à se transformer. C'est très facile d'être dirigeant d'une start-up, c'est très difficile de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de transformer une entreprise. Alors ça va, on fête aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, les 10 ans de l'iPhone, et ça nous amène assez naturellement à Mathieu Lambeau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le business, y compris lorsque on vend dans la grande distribution des compotes, pour faire simple, je résume, c'est vrai. Ça n'a plus le même sens, le commerce en tant que tel, et évidemment la logistique, depuis qu'il y a l'appareil qu'on a dans la main, le smartphone, et tout ça a transformé évidemment la façon de penser le business. Oui, je pense qu'on est en fait face à un défi et une opportunité incroyable. Moi, j'ai repris Saint-Mamé il y a 18 mois, on l'a peut-être vu, 20 mois. Et on a une entreprise qui était en faillite. Et finalement, quand on est face à une entreprise en faillite, on n'a rien. On a des processus qui n'existent pas, des hommes qui ne sont pas forcément soit les bons, soit en tout cas, on a les bonnes équipes. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'on a une opportunité de transformer rapidement, puisqu'on n'a pas d'acquis. Le problème, quand une entreprise qui fonctionne bien, et vous le savez tous, vous avez des assets, vous avez des équipes qui fonctionnent bien, et c'est difficile, et la transformation est plus compliquée. Le digital, la robotisation amène en fait une opportunité incroyable. Et je pense que le point de dire les startups ont un avantage ou les entreprises en faillite ont un avantage est totalement vrai. Ce que je suis en train de voir en tant que dirigeant d'entreprise depuis 18 mois, où finalement je me dis on n'a rien à perdre, on peut tout arrêter, de toute façon c'était une boîte de merde. Donc on peut vraiment transformer et faire des choses de manière incroyable. Quand je regarde les technologies auxquelles j'ai accès, quand je vois ce que je peux faire avec mon iPhone, où j'ai un petit problème vendredi soir, en fait, j'ai mon équipe qui débarque dans mon bureau en me disant putain c'est la merde, on a 300 personnes à recruter dans notre usine à Vauvert, on n'y arrive pas, Pôle emploi c'est le bordel, ils comprennent rien, en plus ils ont envoyé des fichiers chez Perrier, c'est les mecs qui sont pas bons, ils ont envoyé en fait les personnes qui devaient venir chez nous chez Perrier. Comment est-ce qu'on fait maths? Là on est dans du vrai, c'est pas du pipeau. Comment on fait maths? On a dépensé 15 000 €, et c'est 15 000, c'est pas 16 000, pour créer une communauté sur Facebook de 15 000 personnes. Non, en fait, 17 000 personnes. 15 000 €. On l'a fait en très peu de temps. Vendredi soir, à 20h30, j'ai posté un post en disant on cherche 300 personnes à Vauvert, dans le Gard. J'ai ciblé avec Facebook les villages autour. J'ai payé 300 €. 300 €. À votre avis, combien de personnes ont été atteintes? Combien de vues en 4 jours? 150 000. Donc, le problème, il est là. C'est que... Et le standard explose. Et le standard explose. Et tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Donc, finalement, une entreprise en faillite, où finalement les équipes, le PDG se mettent dans des nouvelles façons d'approcher le business, peuvent tout d'un coup faire des choses qui sont impossibles. Parce que Pôle emploi, je pense qu'il est toujours en train d'essayer de chercher nos caristes. Et de les envoyer à Perrier. Exactement. Et ce qui est vrai pour la marque, ce qui est vrai pour Facebook, ce qui est vrai finalement pour ça, est vrai aussi au niveau industriel. On a récupéré une usine qui était je pense, on pourra en faire un musée finalement de ce qu'a été l'industrie du fruit il y a 40 ans. Et je déconne pas, c'est vraiment vrai, Martial. On vient de mettre des robots qui arrivent du Japon avec des technologies qui ne vont pas exister en Europe en 2 ans. C'est un truc de fou. On arrive à faire des choses que moi, je n'imaginais même pas il y a 18 mois. Et donc, tout d'un coup, je réalise en tant que chef d'entreprise qu'au-delà du fait que peut-être je suis un bon manager ou non, que j'ai peut-être des bonnes équipes ou non, les sauts technologiques qu'on peut faire en très peu de temps sont juste énormes. Et quand tout d'un coup, j'ai un pote à moi de Infosys, vous connaissez peut-être Infosys, c'est un leader mondial dans tout ce qui est ERP, qui est numéro 3 de la boîte, et qui est indien, et qui m'explique, tu sais Matt, j'ai une entreprise, alors t'en parles pas, mais j'ai une entreprise australienne, 3000 personnes, et c'est une histoire vraie, c'était le week-end dernier. Entreprise australienne, 3000 personnes en ADV, en prise de commande, on est passé à 300.
en 18 mois. Puis une autre entreprise où, je m'arrête là, c'est une banque. Ils ont 25 avocats pour comparer les contrats, hein, qui travaillent sur les contrats. Et avec l'intelligence artificielle, ils sont passés à 3. Et je pense, Mathieu, qu'à la fin d'année, peut-être qu'il y aura un avocat. Tout d'un coup, moi, en tant que manager, je me dis, putain, ça va être bon ça sur la supply chain. Parce que si on est bon, si on a la capacité de revoir l'ensemble de son business, parce que bien entendu, si c'est pour juste mettre des machines à la place des gens ou enlever 2 personnes, ça n'a aucun intérêt. Mais si on est capable de revoir son business process, on peut faire des sauts qui nous permettront de faire des choses qui ne sont même pas imaginables. Alors, ça nous amène... Alors, Nicolas Bouzou, juste, ce qu'est en train de dire Mathieu Lambeau est un phénomène qu'on constate partout dans l'industrie en ce moment, dans l'économie même au sens large, c'est-à-dire la création d'écosystèmes. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des activités, il n'y a plus la supply chain d'un côté, la production à un autre endroit, et puis le marketing. Maintenant, tout est intégré dans un même processus. Et ça change complètement la façon d'envisager le business. Ça va même au-delà. Ce qu'on est en train d'observer de plus en plus, c'est le grand retour de l'intégration verticale, c'est-à-dire du fait que vous avez des entreprises qui décident d'intégrer toute la chaîne de valeur. On le voit de plus en plus. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple qui est dans l'actualité, qui est dans les services, parce que ça ne concerne pas que l'industrie. C'est une entreprise qui s'appelle Netflix. Donc vous avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, parce que hier, elle a diffusé un film qui s'appelle Okja, qui est un film sud-coréen qui avait été présenté en compétition au Festival de Cannes. Ça a fait Puis ça a fait scandale parce qu'il n'était pas en salle. Netflix, pour contourner la réglementation, mais pour aussi contrôler la qualité de la totalité de la chaîne de valeur, a décidé, il y a quelques années déjà, Netflix, au départ, c'est un distributeur. D'ailleurs, au début de l'entreprise, c'était vraiment un distributeur. Vous savez ce que c'est, Netflix, qui est une vieille entreprise, en réalité, qui a été créée à la fin des années 90. C'était un loueur de DVD au départ. Et évidemment, ils se sont lancés dans la numérisation des contenus. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de produire leur propre contenu. Et aujourd'hui, les plus grandes séries du monde, House of Cards, The Crown, Narcos, Black Mirror, elles sont produites par Netflix. Donc vous voyez que pour Netflix. Vous avez pour Netflix. Donc vous avez eu un phénomène d'intégration verticale qui est absolument extraordinaire. Je vous dis ça parce que c'est pas forcément évident. Tous les gens qui ont mon âge ou un peu plus et qui ont fait des écoles de commerce ont appris que la taille moyenne des entreprises diminuait et qu'il fallait externaliser. Ce à quoi on assiste, c'est très exactement l'inverse. Deuxième exemple, qui est un exemple en plus qui va vous montrer qu'en effet, c'est plus facile souvent d'être une start-up qu'une grande entreprise. Un exemple que je prends dans le domaine spatial, une entreprise dont vous avez entendu parler, qui s'appelle SpaceX, qui a été créée par quelqu'un Elon Musk, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Elon Musk. C'est quand même intéressant déjà l'idée de créer une start-up dans le domaine des lanceurs spatiaux. C'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement évident. Bon, il veut aller sur Mars. Il y a 10 ans. Oui, non, mais absolument. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose. Ouais. Enfin, dans le domaine entrepreneurial, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui se sont dit, je vais faire une entreprise de fusée spatiale. L'idée d'Elon Musk, alors il y a eu, je passe dessus parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, il a profité d'une évolution de la réglementation, mais son idée, son génie industriel, ça a été de dire, moi je ne vais pas faire comme les autres, les technologies des lanceurs spatiaux, ce sont de vieilles technologies, des technologies éprouvées mais de vieilles technologies. Notre ami Thomas Pesquet est parti dans un vaisseau Soyouz qui a été conçu en 1962. Personne ici ne prend d'avion conçu en 1962. Parce que la compagnie, elle serait sur la liste noire de l'Union européenne et elle ne volerait pas. Et donc, l'idée d'Elon Musk, c'était de dire, mais moi, je vais utiliser justement ces technologies. Je vais prendre ces technologies très modernes et avec ça, je vais faire des lanceurs spatiaux. Et je vais essayer de faire ce que personne n'a réussi à faire dans le domaine du lancement spatial, faire des lanceurs spatiaux qui reviennent. Parce que vous savez le problème d'Ariane, c'est que quand elle envoie des satellites, elle lâche des satellites, et qu'est-ce qu'elle fait après ? Eh bien rien, elle reste là où elle est. Alors, j'ai fait le calcul, si vous prenez un avion Paris-Toulouse et que vous ne réutilisez pas l'avion, le prix du billet, au minimum, c'est 200 000 €. Bon. Aujourd'hui, vous payez 72 € si vous y prenez quelques jours à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'EasyJet et Air France ont l'excellente idée de réutiliser l'avion. Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas bête. Mais on n'avait jamais réussi à le faire parce que ce n'était pas possible du point de vue technologique. Oui. Lui a réussi à le faire. Mais comment il a réussi à le faire ? Pas en allant voir des sous-traitants dans le secteur spatial, en intégrant la totalité
de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Et donc, on a le grand retour de start-up, parce que ce sont des entreprises extrêmement récentes, avec des organisations relativement plates, mais qui pratiquent une extraordinaire intégration verticale et qui, du coup, sur des secteurs comme les vôtres, pour revenir à la logistique, ont une capacité d'innovation qui est beaucoup plus forte parce qu'ils partent de rien. Et donc, eux, s'ils veulent ne mettre que des robots avec de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de reconversion, il n'y a même pas de patron qui dit ah, « j'y crois pas vraiment », etc. Non, on fait comme on veut. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, là encore, le sujet, pour vous, il est là. C'est qu'on a une transformation qui va à une vitesse exponentielle. Est-ce que je peux juste réagir très rapidement sur ce qu'a dit Mathieu sur Facebook ? Pourquoi est-ce que Facebook a acquis cette puissance ? Et ça aussi, je crois que c'est très important à bien comprendre. C'est parce que c'est une entreprise de réseau. Et toute l'économie, au fond, en se numérisant, est en train de devenir une économie de réseau. Les entreprises sont en train de devenir des entreprises de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise de réseau ? Une entreprise de réseau, ça veut dire que plus vous avez de clients, plus il est facile d'avoir des clients. Parce que vous générez des données, du big data, qui vont vous permettre d'optimiser votre supply chain, mais d'aller aussi penser de nouveaux services, de nouveaux produits pour de nouveaux clients, pour des prospects ou même pour vos clients existants. C'est ça, un réseau. Et la loi économique d'un réseau, vous allez comprendre le piège, vous allez comprendre pourquoi il faut agir très vite. C'est que la valeur d'un réseau, ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, mais peu importe, la valeur d'un réseau ne dépend pas du nombre d'utilisateurs de ce réseau. Mais dépend du carré du nombre d'utilisateurs de ce réseau. Aïe. Eh oui, parce que ça veut dire que quand vous passez de 100 000 utilisateurs à 101 000 utilisateurs, vous n'avez pas créé 1 de valeur en plus, vous avez créé 101 000 de valeur en plus, parce qu'il y a 101 000 interactions possibles en plus. Alors, ce que tu as dit est absolument passionnant. Facebook, Laurent Soli a annoncé cette semaine que Facebook avait passé son 2 milliardième utilisateurs. Donc c'est le réseau le plus extraordinaire du monde qui a une valeur absolument incroyable et qui a tellement de valeur que le problème aujourd'hui, quand on n'est pas utilisateur de Facebook, c'est pas de se dire est-ce que j'utilise Facebook, c'est de se dire quelles sont les bonnes raisons pour que je n'utilise pas Facebook. Donc, on est compte comme la proposition de valeur a été renversée et donc les entreprises de réseau, je prends une image qui est celle de mon ami Nicolas Collin. Vous savez, quand vous courez, si vous n'êtes pas très entraîné, vous courez, vous vous essoufflez, vous ralentissez. L'économie des NBIC, elle fonctionne très exactement à l'inverse. Plus vous courez, plus vous respirez lentement, moins vous êtes fatigué, plus vous accélérez. Raison pour laquelle il faut mieux essayer de partir tôt. Alors, je vais essayer de nous ramener aussi à ce qui fait le quotidien de tous ceux qui sont là, de vous tous. Parce que finalement, on est en train, là, dans ce que vous me dites, de s'enthousiasmer, soit d'avoir une start-up à gérer, soit d'avoir une entreprise en faillite à remonter, Mathieu Lambeau. Mais la réalité, et notamment pour la supply chain, c'est qu'il y a d'énormes acteurs qui ont d'énormes moyens d'investissement qui sont difficiles à appréhender et à attaquer. Enfin, je veux dire, Amazon, évidemment, se définit lui-même comme un distributeur de colis et un logisticien. On sait bien que c'est au-delà de ça, mais comment est-ce que lorsqu'on est une PME, et Saint-Mamet reste une PME malgré tout, une PME ancienne, installée avec des process, comment est-ce qu'on résiste à cette vague où un jour ce sera Amazon qui distribuera les fruits et légumes du sud de la France ? Je pense qu'on fait une erreur de penser petit, gros. On fait une erreur de penser, ça a marché pendant 10 ans et donc ça marchera encore pendant 10 ans. Et que ce que la technologie nous donne, c'est la possibilité de transformer les modèles, transformer les business models. Ce que nous, on a fait, c'est intéressant l'exemple de Musk, parce qu'en fait, nous, on s'est dit, à nos petits moyens, je suis arrivé, la boîte perdait 3 millions, 4 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 3,5, 4. C'est bien, on a fait ça en 20 mois. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on s'est dit, une usine de fruits réfléchie en années 70 ou années 80 ou années 90, elle avait juste zappé les technologies. Et en fait, on s'est dit, comment on ferait si on partait de zéro d'aujourd'hui ? Comment on ferait ? On ferait comment ? En fait, c'est ce qu'on a fait. On a juste oublié donc toutes les idées à la con que les mecs avaient avant, on l'a dit, on s'en fout. On ferait comment pour avoir des produits qui, d'ici 18 mois, seront hyper qualitatifs, on puisse prendre 5 ans d'avance sur nos concurrents, parce que le problème, c'est que quand vous faites ça, les mecs, comme ils ont des grosses usines, ils vont avoir du mal à suivre. Et c'est là où tout d'un coup, et pour moi, c'est une révélation, parce que je l'avais pas
Je l'ai pas tilté. J'étais inspiré par Elon Musk. En plus, c'est vrai cette histoire, donc je savais pas. On en parlait. Mais j'avais pas tilté en fait le pouvoir des technologies. Et c'est quand j'ai commencé à voir en fait ce que des robots pouvaient faire, ou toute l'industrie en fait de la conserve, parce que j'ai acheté une boîte de conserve à la base. Elle a développé des équipements pour faire de la putain de conserve. Sauf que les consommateurs sont pas intéressés. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec les technologies, on pouvait le faire à l'envers et en fait avoir des robots qui plutôt que d'avoir des équipements qui mettaient des fruits dans des conserves, on avait plutôt une usine de fruits qui se trouve peut mettre nos fruits dans des conserves ou dans du plastique ou dans du métal, et on a tout redéfini la chaîne de valeur. Ça veut dire que la chaîne de production aujourd'hui chez Saint-Mamet, dans la toute nouvelle usine, là, elle est capable de nous faire aussi bien une gourde en plastique mou, plus ou moins, pas tout de suite, mais oui, exactement, avec de la compote à l'intérieur, qu'une boîte de pêche au sirop. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a encore 2-3 ans, je pense qu'on pouvait pas le faire. En tout cas, moi, je l'avais pas compris, je l'ai pas tilté. Je sais pas si commencer. Et là, tout d'un coup, ça ouvre en fait un monde nouveau où on se dit, les technologies sont devant nous, on est derrière, et on peut commencer à redesigner en fait l'ensemble de nos process et se faire un gain de compétitivité qui est juste énorme. Donc, quand on prend ça au niveau de la supply chain, moi aujourd'hui, j'ai des arboriculteurs qui vont, en plus, c'est un gros bordel, qui vont voir dans les arbres pour voir si les pêches sont bonnes. Donc savoir le flux d'informations entre l'arboriculteur, nous, la supply chain, c'est extrêmement compliqué. Vous mettez des drones, voilà, et vous commencez à réfléchir finalement une nouvelle façon de voir votre business, et tout d'un coup vous allez avoir un business qui n'a rien à voir avec le business d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, et qui va avoir un gain de compétitivité qui est juste énorme. Et je pense que le danger, que ce soit en supply chain, en marketing ou ailleurs, c'est que si on ne prend pas cette hauteur en se disant la technologie elle est en train de nous permettre de faire des choses impensables, vous allez juste vous retrouver, je ne dis pas ça pour forcément ceux qui sont dans la salle, mais je pense que c'est un vrai risque, vous pouvez vous retrouver avec cette croyance que vous êtes arrivé en haut, alors qu'en fait vous allez avoir des nouveaux intervenants qui vont vous coacher avec une nouvelle façon de faire, vous n'allez pas le voir arriver. J'en suis convaincu. D'accord. Et alors, la question qui suit, évidemment, et je vais vous la poser à tous les deux, puis je pense que je la reposerai également à nos 3 derniers intervenants tout à l'heure, c'est « et l'homme dans tout ça ?» Bah oui, il y en a qui ont été célèbres avec « et Dieu dans tout ça ?» comme question. Je tente un truc plus basique. L'homme, on en fait quoi? Parce que là, on est dans un discours qui est formidable, parce que la supply chain peut se digitaliser, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus d'erreurs de stock, c'est fabuleux. Il n'y a plus de souffrance au travail parce que le robot porte les colis. Moins, absolument. Tout ça, on est d'accord. Oui. Mais on en fait quoi de l'être humain et de l'ouvrier? Alors, il reste plein de choses. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude quant à l'abondance du travail. J'ai potentiellement une inquiétude sur notre capacité à former les gens pour les amener à occuper les nouveaux emplois. Je vais m'en expliquer rapidement. Pourquoi je ne crois pas du tout à la fin du travail? La fin du travail est un thème très à la mode. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la peur de la fin du travail a très exactement l'âge du travail, sous son acception moderne, c'est-à-dire le début de la chrétienté, grosso modo, parce qu'avant, le travail était dévalorisé. Depuis qu'on valorise le travail, on a peur de la fin du travail. Le premier homme politique à avoir pris des mesures anti-innovation pour freiner les destructions d'emplois liées à la technologie, c'est l'empereur Vespasien qui reconstruisait Rome, qui avait été brûlé par Néron, en tout cas une partie, et qui a refusé qu'on utilise de la technologie pour déplacer des colonnes, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que les gens, il voulait qu'il y ait une centaine de Romains qui déplacent les colonnes, parce qu'il avait très peur de ça. Je pourrais multiplier les exemples. La reine d'Angleterre, Élisabeth I, qui a refusé d'octroyer des brevets sur la machine à fabriquer des bas. Très amusant, ça, je cite cette anecdote parce qu'elle est très, très ironique. Le maire de Palo Alto, en 1930, il écrit au président Hoover pour lui dire la grande crise, c'est pas un problème boursier ni un problème monétaire, ça vient de la technologie, qui est un Frankenstein qui détruit notre civilisation. Bon, Palo Alto, c'est comme bien, la technologie a détruit Palo Alto. Oui, Palo Alto, c'est bien. Pas d'une certaine façon, oui, mais c'était pas ce qu'il voulait dire. Donc, tant que l'homme, quand je parle de l'homme, j'embrasse la femme, tant que l'homme est complémentaire de l'intelligence artificielle, de la machine, du robot, il y a de la place pour les deux. Ce sont des facteurs de production complémentaires. Donc le sujet n'est absolument pas la fin du travail, ce qui veut dire au passage
que le sujet, n'en déplaise à mon grand ami Gaspard Koenig, n'est absolument pas le revenu universel. Le sujet, c'est la mutation du travail. Et ça, c'est votre sujet. Alors là, je vais dire des choses désagréables, bien évidemment. L'habitude, c'est de se dire les choses. Votre sujet, c'est de vous dire l'hybridation de la robotique et de l'intelligence artificielle, ça va détruire énormément de métiers dans vos secteurs. Ce qui est formidable, parce que comme tu l'as dit, souvent, c'était des métiers pénibles. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mieux réutiliser ce capital humain ? On va avoir un capital humain qui va être disponible. À quoi est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser ? Et il y a plein de choses à faire. Parce que la machine, elle ne peut pas tout faire. Un truc que la machine ne pourra jamais faire, par exemple, y compris dans votre secteur, c'est réagir dans des situations complètement imprévues. Il n'y a que l'homme. L'homme est le seul truc configuré pour réagir dans des situations qui n'ont pas été prévues. Aucune machine ne peut faire ça. La machine, elle est préprogrammée. Comme l'animal qui est programmé par ses instincts, la machine est programmée par des hommes. Nous, on sait, je sais pas, là on est en train de parler, si le spot s'effondre, on saura quoi faire, on va se pousser, voilà. Et donc, il y a forcément du travail, potentiellement, mais il y a des actions de formation à mettre en œuvre qui sont absolument colossales et qui sont à mettre en place dès maintenant. La voiture sans chauffeur, le poids lourd sans chauffeur, le bus sans chauffeur, tout ça c'est joué. C'est joué. Ce sont des métiers qui vont disparaître. D'accord ? Comme les métiers de... Moi, je suis dans le sentier, entre la rue des Taillandiers, la rue de la Ferronnerie, la rue du Prévost, ça touche aussi la fonction publique, hein, faut pas croire, le quai de la Mégisserie, etc., la rue des Déchargeurs, la rue des Lavandières, c'est terminé. Hein, il n'y a plus aucun métier. Donc, que les métiers disparaissent, c'est pas quelque chose de grave. Ce qu'il faut pas, c'est que le travail disparaisse, et il faut que le travail reste la colonne vertébrale de nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle je m'arrête là. Vous allez voir le lien que je fais. Je soutiens de toutes mes forces les ordonnances travail. Parce que dans les ordonnances travail, il y a deux choses. Enfin, ordonnances travail plus la réforme de la formation professionnelle, il y a deux choses. Il y a d'une part la flexibilité du marché du travail, grosso modo, accord d'entreprise plutôt que d'accord de branche. Oui, pardon de répéter cette évidence, mais comment voulez-vous qu'on crée de nouveaux emplois et si on n'en détruit pas d'anciens et si on n'a pas un marché du travail qui est suffisamment flexible ? Donc il faut faire ça. Mais bien entendu, il faut en même temps, alors là ce sera un peu décalé dans le temps malheureusement, mais il faut très très vite mettre à niveau notre système de formation professionnelle pour faire en sorte que les gens comme vous puissent envoyer dans des formations très qualitatives, des gens dont on sait qu'ils vont perdre leur emploi parce que ces emplois vont disparaître, et tant mieux. Alors, Mathieu Lambeau, vous êtes à la tête d'une entreprise avec des salariés, avec des gens qui montent dans les arbres pour vérifier si les pêches sont mûres. C'est très bien. Je sais pas s'ils montent, mais ils tâtent la pêche. Bon, est-ce qu'on a coutume de dire qu'avec le digital, on ne sait pas encore aujourd'hui ce que seront les fameux métiers de demain. Donc on fait quoi pour anticiper ? Parce que moi, je veux bien qu'on les forme, Nicolas, mais on les forme à quoi ? Est-ce que ça, c'est une problématique que vous avez ? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question pour les entrepreneurs, pour les entreprises et pour le politique. Je reviendrai sur le politique après. Je pense qu'on a un énorme problème. On ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Je pense que Hamon, à la limite, même si beaucoup d'entre nous pensaient que l'idée n'était pas bonne, il a mis le doigt sur un truc. La taxe robot. Exactement. Et la fin du... Oui. Mais par contre, si on commence sur la partie entreprise, on est en train de se mentir. Enfin, moi, je vous redis, j'ai repris une boîte en faillite. Faillite, c'est-à-dire que vous n'avez rien. Et pourtant, en 18 mois, je vais mettre Alors, on va le faire en 2 étapes. Donc, on a une première étape qui est au 17 juillet de cette année et une deuxième étape qui sera d'ici la fin 2018. Mais on aura l'usine la plus moderne en Europe de fruits. Et j'ai pas mis 45 millions d'euros dedans. C'est pas vrai. On a juste réfléchi différemment. Alors, c'était facile pour moi. J'ai aucun mérite parce que de toute façon, on n'avait rien. Donc, c'était facile de le faire. Mais il y a 3 ans, je me rappelle dire dans des réunions à la con, je disais Facebook ça sert à rien, j'ai fait du marketing pendant 20 ans, les mecs, vous avez rien compris. J'ai dit n'importe quoi. On s'est trompé. La révolution qui est en train de se passer permet à certains de repositionner, redesigner leur business model. Donc si on revient 2 minutes sur un business model alimentaire comme ça m'a mais on peut le prendre sur plein de choses. Si je mets mes drones dans le ciel, je vais savoir quand est-ce que les pêches sont prêtes à être ramassées. Je vais arrêter d'avoir des mecs qui vont dans les champs, reviennent, etc. On va arrêter de perdre du temps, de l'argent. La com se fera immédiatement, puisque j'ai les drones, c'est les miens, donc je le serai moi-même. J'ai plus besoin de passer par les arboriculteurs. On aura en plus mécanisé ce qu'on est en train de faire, une partie des récoltes, donc déjà ça sera plus simple. Donc c'est vrai que les saisonniers vont en partie disparaître. Donc déjà, on va le voir, c'est que on pense que plus la main-d'œuvre est manuelle, plus elle va disparaître. Je pense que c'est pas le cas. C'est toute la main-d'œuvre qui est à risque.
qui va transformer le type on va dire Et pour le coup, c'est d'impact vrai de que la l'humain. supply chain aussi est un métier de main-d'œuvre. On continue sur l'histoire. Ma pêche, D'accord. finalement, bon, on aura toujours, je pense, un camion. Donc le camion va aller. Alors peut-être qu'à un moment donné, on aura plus de camion. Enfin, ça sera automatique. Mais on va dire ça. Moi, voilà, ça vous le savez mieux que moi. Dans la salle, on ira chercher nos pêches, on les amène à l'usine. C'est pas très compliqué dans la mesure où j'ai des robots et que tout est en fait maintenant. Alors un truc que j'ai découvert, c'est tout est en réseau. J'avais même pas compris. J'ai compris que toute mon usine était en réseau. En fait, toutes les machines se parlent. Ça veut dire donc, à partir du moment où elles se parlent, c'est-à-dire que les robots vont être au courant des pêches qui arrivent juste au début. C'est quand même énorme, ça. Et comme on a de la vision optique, vous avez vu comment ça marche, la vision optique, c'est dément. Mes robots voient, je découvre, hein. Mes robots voient, en fait, grâce à la vision optique, la taille et la forme de la pêche. Et en fait, on a une nouvelle technologie qui vient du Japon où le robot adapte sa vitesse pour aller chercher la pêche. Et pour pas justement l'abîmer, il va ralentir des fois pour justement bien la prendre. Et puis après, il la met dans la boîte. Alors après, quand vous le regardez à l'œil nu, ça va quand même très très vite, hein. Très 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 vite. Une fois que la boîte est faite, ou que c'est pas forcément une boîte, d'ailleurs ça peut être du plastique. Si vous prenez toutes les chaînes que vous connaissez, on peut vite se faire peur. C'est qu'on peut vous pouvez avoir. Si moi je l'ai fait en 18 mois, vous voyez ce que je veux dire ? Avec pas d'argent, avec finalement pas d'équipe. Parce qu'on n'est pas d'équipe. Quand vous reprenez une boîte, c'est le bordel. J'ai FM Logistique avec nous, donc c'est bon, on est sauvés. Mais et c'est important de faire intervenir des gens justement experts et externes. Mais le point, c'est que quand vous prenez cette logique-là et que vous l'adaptez à la supply chain, et on commence à réfléchir maintenant à la supply chain, bien évidemment, pour revenir à ta question Martial, l'impact humain peut être énorme, surtout sur des métiers où on a beaucoup d'humains. Et je pense que la question pour les entreprises, c'est de se dire, si la technologie peut avoir autant d'impact, il est où le business model de demain ? Comment finalement on va éviter de découvrir qu'il y a un Allemand, un Coréen ou un Chinois qui arrive avec un nouveau modèle et qui arrive à proposer des prix 20% inférieurs parce que lui, il a fait un truc que nous, on n'a pas fait ? Et comment j'anticipe par rapport à mes équipes une transformation et je la découvre pas, je cours pas après le train. Et je pense que la plus grosse erreur de n'importe quel patron d'entreprise dans cette salle, c'est de sous-estimer le niveau de changement qui est en train d'arriver. Alors après, je peux pas, dans le métier dans lequel vous êtes, est-ce que ça va se faire en 2 ans, en 5 ans ou en 10 ans, je sais pas, mais ça va se faire et ça va se faire vite. Par rapport à ce qu'on est en train de dire, Nicolas Bouzou, il y a une des théories qui tourne en ce moment. On parle d'intelligence artificielle ce soir, mais de plus en plus, on est en train de nous parler d'intelligence augmentée. C'est-à-dire, en réalité, l'intelligence artificielle, mais mise sur l'homme. C'est-à-dire que voilà, comment lutter contre la mainmise, la suprématie de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle, c'est finalement en l'intégrant à l'être humain. Avec des personnes qui disent même qu'il vaut mieux une intelligence artificielle qu'une bêtise naturelle. Ça, c'est autre chose. Mais simplement, est-ce que c'est ça l'avenir ? C'est-à-dire, quand on parlait de logistique tout à l'heure, est-ce que c'est l'exosquelette ? C'est-à-dire adapter la technologie sur l'individu, sur l'homme, pour qu'il puisse porter des charges plus lourdes sans souffrir, adapter l'intelligence artificielle à l'homme pour qu'il puisse voir effectivement l'ensemble des stocks dans un entrepôt sans se tromper sur tel ou tel dosage ou tel carton qui manquerait. Alors oui, je crois, mais avec une limite. Dans les évolutions technologiques en cours, grosso modo, il y a 3 stades. Le stade d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en réseau des terminaux informatiques, des smartphones, etc. Bon, ça, c'est fait. Le stade qui a commencé, vers lequel on va, c'est la mise en connexion des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et le dernier étage, c'est en effet la mise en réseau des corps. C'est-à-dire le fait qu'on aura des exosquelettes, on aura des lunettes, on aura éventuellement des capteurs. On parlait d'Elon Musk qui vient de créer une entreprise qui s'appelle Neuralink, dont le but est de vendre des capteurs cérébraux pour faire en sorte qu'on soit à niveau par rapport à l'intelligence artificielle. Facebook est capable de faire de la télépathie dans 10 ans à 100 mots la minute. Exactement. Donc oui, je pense que très clairement, on va vers ça. Et je pense d'ailleurs que c'est pas quelque chose qui est mauvais. Je pense qu'il faut quand même se décontracter par rapport à toutes ces évolutions technologiques. Les
exosquelettes, par exemple, ça permet de rendre certains travaux moins pénibles. Ça permet aussi à des personnes handicapées de marcher, hein. Ce qui est quand même une rupture technologique très importante, qui d'ailleurs, au passage, je le dis parce que vous êtes des dirigeants d'entreprise, dans les périodes de rupture technologique, n'écoutez pas. Alors là, je vais dire un truc, ça va faire hurler certains, mais il faut surtout pas écouter ses clients, hein, parce que les clients ne savent pas ce qui va se passer. Moi, je travaille sur l'économie de la santé. Les personnes handicapées, elles voulaient pas marcher, hein, elles voulaient des fauteuils roulants plus performants, hein, donc, et ce qu'on va leur proposer, c'est de marcher. Donc, il faut faire ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Le rôle du chef d'entreprise, c'est de savoir mieux que les autres dans son secteur. Sinon, il faut changer. Voilà. Et c'est de savoir mieux que le client, parce que si le client sait mieux que le chef d'entreprise, c'est au client de racheter la boîte, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Mais donc oui, le prochain stade, c'est celui de la connexion des corps. Alors avec quand même, je crois, une limite, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elon Musk, c'est que je pense qu'il y a des choses que les êtres humains n'accepteront pas. Le fait de porter des lunettes de réalité virtuelle, ça me semble possible. C'est difficile, mais ça me semble possible. Les capteurs cérébraux, je pense que là, les gens vont s'arrêter. C'est trop. C'est trop, et ça nous ferait entrer dans un stade qu'on appelle le post-humanisme, qui dit bien ce qu'il veut dire d'ailleurs. On n'est plus dans le transhumanisme, hein. Je renvoie au livre de Luc Ferry, La Révolution transhumaniste. Le transhumanisme, c'est ce que tu dis, c'est l'humain augmenté, mais ça reste de l'humain. D'accord ? Le post-humanisme, c'est l'hybridation homme-machine. Il faut prendre ça extrêmement au sérieux, hein. Le directeur scientifique de Google, qui est, je crois, une entreprise que vous utilisez tous les jours, s'appelle Ray Kurzweil, c'est un post-humanisme, hein. C'est un post-humaniste. C'est-à-dire qu'il est favorable à l'hybridation homme-machine jusqu'à un point où il considère que l'homme pourra mourir, perdre son enveloppe corporelle et télécharger ses données cérébrales sur un support qui pourrait être celui-ci, qu'on pourrait du coup retélécharger sur une nouvelle enveloppe corporelle, d'accord ? Donc c'est quand même le directeur scientifique de l'une des plus grandes entreprises du monde qui est dans cette logique-là. Et Google a créé une entreprise d'ailleurs qui s'appelle Calico, California Life Corporation, dont le but est justement de faire reculer la mort et d'investir sur ces domaines-là. Mais moi, je crois que nos amis américains qui sont ce qu'on appelle en philosophie des matérialistes radicaux, c'est-à-dire qui pensent qu'entre moi et cette table, il n'y a pas de différence de nature, mais il y a juste une différence de complexité. Je pense qu'ils s'emballent un tout petit peu. Je ne parle pas de moi, hein, mais en règle générale. Je vous comprends souvent. Oui, enfin, on fait un peu la différence quand même. Mais en revanche, oui, je pense que le fait que nos corps soient agrémentés d'outils technologiques qui ne nous feront pas passer dans une post-humanité, mais qui nous permettront d'être augmentés, ça, je pense qu'on y va. Et c'est pas grave, parce que ça permettra aussi d'améliorer notre santé, ça permettra de faire plein de choses très positives. Je vais passer la parole dans un instant à Laurent, Jean-Christophe et Nicolas, qui ont été très sages et qui ont tout écouté. Juste un mot, Mathieu Lambeau, avant de finir. Vous, ça fait des années maintenant que vous travaillez dans le commerce. Avant, c'était Findus, là maintenant c'est Saint-Mamès. C'est de la distribution, de la grande distribution aussi, le point final. L'humain, il est aussi peut-être le dernier kilomètre quelque part. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle, la déshumanisation, la digitalisation, y compris pour conduire des camions, jusqu'au bout, c'est-à-dire à ne plus rencontrer d'humains dans un grand magasin ou dans un drive? Alors ça, moi, j'y crois pas. Je pense qu'on aura des tâches entières, des parties du process qui vont disparaître. Je pense que la supply chain est clairement, après c'est ma vision peut-être totalement naïve et débile, mais je pense que vous êtes hyper concernés, hein, plus que beaucoup de fonctions. Ce que me disait mon ami en fait d'Infosys, hein, c'est que, je vais vous donner juste plusieurs chiffres. Leur vision à eux, leur calcul, c'est qu'1,5 milliard de jobs vont disparaître d'ici 5 ans dans le monde. C'est leur vision. Après, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Je pense aussi pour que 7 milliards d'habitants, ça fait beaucoup. Et le conseil qu'il m'a donné, c'était pas moi perso, mais c'était juste sa vision, c'est de dire les jobs qu'on aura demain et qui vont rester, et qui vont être de plus en plus importants, c'est pas les jobs techniques. Tout ce qui est technique, tout ce qui a un process, que ça soit un process manuel, un process intellectuel, peut être remplacé. Ça sera les jobs où en fait l'humain a une importance. Et c'est pour ça que je reviens sur le magasin. L'accueil, le sourire, être un humain, c'est gérer une réunion comme tu fais là. Alors peut-être qu'on aura un robot un jour, mais interagir, enseigner, créer, hein, la création, l'animation, faire du théâtre. Ça, on l'aura toujours.
Et donc finalement, lorsqu'on regarde un process d'entreprise, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que la comptabilité, c'est un peu compliqué. La supply chain, il va falloir réfléchir. La partie usine, oui, c'est déjà le cas. Il y en aura de moins en moins de gens dans les usines. La partie marketing, par contre, la partie commerciale et les magasins. Je reviens au magasin. Alors c'est un peu paradoxal après avoir dit ce que j'ai dit pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Je ne crois pas à Amazon pour l'instant. Je pense qu'on a besoin d'aller en magasin. C'est peut-être pas des hyper, c'est peut-être des super. Je crois que la grande distribution, vous allez faire un tour chez Grand Frais. Je vois pas pourquoi Amazon, on va aller s'emmerder. Alors ça ne veut pas dire qu'Amazon n'aura peut-être pas un jour 5% du marché, mais ça s'arrêtera là. Et si la grande distribution, et c'est un message qu'il y en a ici, s'il y a des personnes ici, fait son job proprement, il n'y a aucun risque. J'y crois pas. Je pense par contre qu'il faut bien remettre l'humain dans les magasins et que l'humain fasse son job d'humain dans les magasins. Jean-Christophe Maché, FM Logistique, vous, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on va revenir évidemment à votre core business en tant que tel. Prenez un micro, ouais. Cette vision, cette confrontation finalement de la machine, de l'intelligence artificielle par rapport à votre job, et c'est vrai, ce sont des métiers qui sont encore pour une grosse partie très humains, avec beaucoup de main-d'œuvre. Vous l'anticipez comment? Vous la sentez comment? Alors d'abord, je suis d'accord, il ne faut pas opposer petit, grand. Par contre, on peut opposer lent et rapide. Oui. Et ça, c'est l'enjeu. Donc pour nous, entreprises, je ne sais pas si on peut la qualifier de grande ou petite. On est petit par rapport aux grands parce qu'on fait 23 000 personnes, mais on est grand par rapport à des startups. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de faire émerger en interne, en externe, autour de nous, une microéconomie avec des startups qui puissent justement porter les idées. Et on parlait de réseau. Oui, c'est un écosystème, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Et alors, chez FM, ce qu'on essaye de faire, c'est absolument de faire fonctionner notre réseau interne, c'est-à-dire nos 23 300 entrepreneurs. Parce que, et c'est là en fait l'enjeu de l'entreprise, c'est quoi la vision collective que l'on a? Moi, je trouve que le digital amène d'abord à se poser la question, la finalité de tout ça, c'est quoi? Et on est ensemble pour faire quoi? Donc, ce que l'on veut, c'est doter nos équipes internes, externes, nos partenaires, d'outils, de process qui puissent permettre de créer une communauté animée par une vision partagée. Et moi, je reste toujours aussi ébahi, émerveillé par la capacité de l'humain à créer des idées. Et le sujet, il est là. C'est l'idée. Alors c'est vrai que parfois, c'est plus facile d'avoir des idées quand on est au bord du dépôt de bilan que quand on est en pleine santé. Donc ça, c'est une vraie leçon. C'est plus facile parfois d'avoir des idées quand on démarre from scratch des startups. Voilà. Donc nos entreprises, on doit être capable de recréer finalement... Penser start-up, quoi. Se mettre en danger, considérer qu'on est en danger et qu'on n'est surtout pas arrivé. Notre métier, qui est un métier de main-d'œuvre, est un métier qui intègre de plus en plus d'intelligence. On le voit aujourd'hui, j'en parlais avec Cécile, notre DRH, ce matin. On a aujourd'hui, en termes d'image employeur, en termes de capacité à recruter, je parle là du secteur, je ne parle pas que de FM, du secteur, je pense qu'aujourd'hui on offre de nouveaux métiers. C'est-à-dire que le digital nous amène à intégrer chez nous de nouveaux métiers autour du data, autour de l'analyse, autour de la robotique. Yannick Buisson, que beaucoup d'entre vous connaissez, a intégré des robots, de la cobotique, de l'AGV dans nos entrepôts, qui cohabitent avec l'opérateur. Donc on est en train, effectivement, d'apprendre à intégrer d'abord la robotique dans nos process, d'utiliser le digital pour digitaliser nos process. Il faut intégrer aussi le digital pour accepter que notre offre soit challengée et pas que par des concurrents qui arrivent d'une start-up lancée à 150 km/h, mais en acceptant des idées qui viennent de l'interne. C'est ce qu'on a essayé de faire en essayant de d'essemer finalement des idées créées par nos collaborateurs en poussant des jeunes pousses à l'extérieur. Et on a le temps de les tester.
On a le temps de le tester face à la vitesse d'évolution de la concurrence et de cette technologie. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde et nous, on doit le réapprendre. C'est-à-dire qu'on a lancé 3 startups, 3 idées. Et donc, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est test and learn. Ouais. Et ce qui est dur, c'est être capable de dire stop. Quand on est entrepreneur, on aime dire go, on y va. Et c'est dur de dire stop quand on a été un peu au départ de l'idée. Mais ça, on doit l'apprendre. Et en fait, et si les startups étaient simplement une extension, une excroissance de l'économie et qui permettait de créer un nouvel environnement. Moi, je pense que les start-upers et les startups sont finalement un moyen extraordinaire pour recruter des talents qui vont nous rejoindre ou qui vont rester à l'extérieur, mais qui feront partie de l'entreprise élargie, comme nous, on va faire partie de l'entreprise élargie de nos chers clients, parce qu'on a un objectif commun. Oui. C'est que le consommateur de Saint-Mamet, il soit heureux, où qu'il soit, en vacances, chez lui ou autre part, en famille ou single, pour recevoir son produit. Et on a un enjeu commun. Et donc cette notion de communauté est essentielle à gérer. Nicolas Bouvet, chez Accenture, vous arrivez à faire prendre en considération, à prendre en compte comme ça ces nouvelles technologies qui chamboulent, parce que tout le monde est capable de le voir quelque part, que toutes ces nouvelles technologies sont en train de transformer le monde. Mais est-ce qu'on arrive à prendre les décisions, à s'adapter à cette vitesse ? Vous arrivez à conseiller à ce niveau-là ? Oui, effectivement, on voit de manière majeure ces technologies qui arrivent là chez tous nos clients. On voit vraiment sur cinq grandes dimensions. La première, c'est, on l'a évoqué, la partie machine learning, qui, dans les métiers de la supply chain, a des impacts considérables. Le machine learning, ce sont ces algorithmes intelligents qui auto-apprennent. Donc ça, on le voit partout, on le voit dans la maintenance, on le voit dans les prévisions, dans la planification, pour toute une série d'acteurs à une échelle importante. C'est le premier grand domaine. Le deuxième grand domaine, c'est la partie automatisation des process administratifs. On l'a évoqué, ça s'appelle la RPA. C'est parti dans les domaines bancaires, financiers. Aujourd'hui, il y a des grandes banques internationales où il y a plus de 10 000 robots qui réalisent ces activités-là. Pour la supply chain, les process sur les commandes, sur la gestion des litiges, sur le référencement, ce sont effectivement des process qui sont impactés par ça. Le troisième grand point, on l'a évoqué aussi, c'est la partie sur les véhicules autonomes. Là, ce sont des impacts majeurs. On voit des exemples de véhicules qui sont capables de faire la livraison du dernier kilomètre pour donner des colis ou déjà des pilotes de camions qui se déplacent. Le quatrième point, de manière rapide, ce sont les assistants vocaux, qui, aussi de manière importante, modifient nos comportements. C'est peut-être ce qui, nous, au quotidien, tous les citoyens, va nous impacter de manière massive. Puis le dernier point, c'est l'automatisation des entrepôts, qu'on voit déjà depuis quelques années, mais où là, il y a une accélération qui est terrible. Donc oui, on voit ça de manière très très importante et généralisée. Et la mue de l'humain, et le rôle de l'ouvrier, de l'employé, vous arrivez à le définir dans cet écosystème-là ? On pense qu'il y a énormément d'opportunités pour l'humain. Il y a des activités qui vont être automatisées, mais ce sont des activités qui sont à plus faible valeur ajoutée. Et donc là, l'humain va pouvoir se concentrer sur ces activités à plus forte valeur ajoutée. Donc on va pouvoir optimiser les moyens, on va s'assurer qu'il y a toujours les produits qui sont dans les linéaires. On va pouvoir segmenter la supply chain, offrir au consommateur ce dont il a besoin. On va pouvoir avoir une supply chain plus efficace, où on va moins gaspiller de ressources. Donc il y a énormément d'opportunités. Après, pour les collaborateurs, il y a un besoin de formation, d'accompagnement pour que certains des collaborateurs soient capables de réaliser ces nouveaux jobs. Laurent Sabatucci, vous allez avoir la mission de terminer cette table ronde, de la conclure définitivement. L'investissement, on le voit aujourd'hui, est énormément tourné vers le numérique, notamment pour la supply chain, vers soit l'intégration de startups qui nécessitent des fonds et des capitaux parfois, ou dans le fonctionnement global de la production, d'aller vers ce que je disais tout à l'heure, l'investissement dans des logiciels de gestion informatisés. Ça veut dire
que c'est un risque, qu'on ne voit plus que ça aujourd'hui comme source d'investissement pour des groupes de logistique ou de supply chain? Je vais casser un peu l'ambiance, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ça. Je vous en prie. Moi, je pense, je partage globalement ce qu'on se dit, et effectivement, il y a plein d'opportunités, beaucoup d'innovations. Je pense néanmoins que la supply chain est plutôt protégée. Alors, je sais pas si le terme est juste, mais par rapport à ces évolutions, et je crois pas, évidemment, les AGV, l'automatisation des entrepôts. Nous, on a accompagné plus de 3 millions de mètres carrés de bâtiments logistiques, et depuis 3 ans, 70% des projets qu'on suit sont des projets où il y a de l'automatisation, de la mécanisation, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai que le e-commerce, forcément, nécessite d'améliorer la productivité des bâtiments logistiques. Donc plus de productivité, c'est de l'automatisation, de la mécanisation. Mais c'est plus de commerce aussi. C'est plus de commerce, mais il y a 2 points, à mon avis, fondamentaux. C'est qu'améliorer la productivité des entrepôts, ça crée plus de flux. Le flux reste un flux physique. Et comment on gère ce flux physique? Comment on amène ce fameux fruit chez monsieur et madame tout le monde quand il va passer sa commande sur Internet? Et comment on va livrer la ville? Comment on va gérer tous ces flux? Je pense que on va aller très vite pour augmenter la productivité des entrepôts. Et on va avoir un petit goulot d'étranglement. Il suffit de prendre sa voiture en région parisienne pour s'en rendre compte, qui est que finalement, on reste dans des flux physiques en supply chain en tout cas. Ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'on dit sur les autres métiers dont on parlait, qui sont beaucoup plus à risque de mon point de vue. C'est qu'à un moment donné, on est dans du flux physique et les exemples qu'on voit aujourd'hui, nous, et on en suit beaucoup avec de la mécanisation, de l'automatisation, sont des sites où le nombre d'emplois humains est très élevé. Oui. Parce que comme on augmente le flux, c'est vrai qu'on investit pour augmenter ce flux dans de la mécanisation, mais on investit aussi massivement dans de l'humain. Il suffit de voir les sites Amazon où il y a énormément de monde qui travaille aujourd'hui, de l'humain, parce que la mécanisation est une partie de la réponse, c'est pas toute la réponse. Donc voilà, juste, je pense que la supply chain a évidemment plein de choses à prendre en compte dans cette logique digitale. Néanmoins, c'est un métier qui va mettre un peu plus de temps, à mon avis, que plein d'autres activités. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que vous avez trouvé ça également très intéressant de votre côté. Merci Mathieu Lambeau, Nicolas Bouzou, Nicolas Bouvet, Laurent Sabatucci et Jean-Christophe Maché.